Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Bob Gärtner de Paul Auster, un roman de 2023, c'est-à-dire une année avant la mort de Paul Auster, sans doute son dernier roman, traduit par Anne-Laure Tissu en 2024. Paul Auster, grand écrivain américain que je redécouvre, j'avais lu quelque chose de lui il y a fort longtemps dont je ne me souviens pas vraiment, et donc Bob Gärtner me permet de retrouver l'œuvre de cet auteur, une œuvre très libre, où le personnage principal, Bob Gärtner, Seymour, dit Cy, Bob Gärtner, un ancien prof de philosophie de Princeton, nous dévoile petit à petit son intériorité, en partie sa réflexion philosophique, mais surtout son rapport avec les gens qui ont peuplé sa vie, en particulier sa femme, Anna, qui est décédée une dizaine d'années avant le moment où l'on entre dans cette histoire-là, décès tragique, noyade dans l'océan, et décès qui évidemment touche au plus haut point le personnage principal qui a vécu 40 ans avec cette femme-là qu'il a aimée profondément. Et beaucoup de choses tournent autour de cette femme Anna, sa femme, dont il redécouvre des textes qu'elle a écrits, des textes autobiographiques en partie, des poésies également qu'il va faire publier. Et puis cela entraîne aussi des souvenirs plus anciens encore sur ses parents, sur ses ancêtres encore plus lointains, des Juifs d'Ukraine, émigrés aux États-Unis. Il va faire le voyage, ou nous rappeler le voyage qu'il a fait dans les lieux de ses origines. Et donc, on entre par dérives successives dans la vie d'un homme, ce Bob Gärtner, qui, au départ, nous est présenté un matin, de manière assez quotidienne. Voilà à quoi sa vie est consacrée ce matin-là. Bob Gärtner est assis à son bureau dans la pièce du premier étage, qu'il désigne parfois comme son bureau, son cogitorium ou son trou. Stylo en main, il est engagé à mi-chemin dans une phrase du 3e chapitre de sa monographie sur les pseudonymes de Kierkegaard, quand il apparaît que le livre qu'il a besoin de citer se trouve en bas au salon, où il l'a laissé avant de monter se coucher la veille. En descendant l'escalier pour le récupérer, il lui revient aussi qu'il a promis à sa sœur de l'appeler ce matin à 10h, et comme il est presque 10h, il décide d'aller dans la cuisine passer le coup de fil avant de récupérer le livre au salon. En entrant dans la cuisine, toutefois, il s'arrête net, sous l'effet d'une odeur âcre et pénétrante. Il y a quelque chose qui brûle, se rend-il compte, et tandis qu'il s'approche de la cuisinière, il voit que l'un des brûleurs avant est resté allumé, et qu'une flamme basse mais persistante est en train de ronger le fond de la petite casserole en aluminium qu'il a utilisée 3 heures plus tôt pour cuire les 2 œufs à la coque qu'il prend au petit déjeuner. Il éteint le brûleur, puis, sans réfléchir, c'est-à-dire sans se donner la peine d'attraper une manique ou un torchon, il enlève de la gazinière le cuiseur à œufs ravagé encore, fumant, et se brûle la main. Bob Gärtner lance un cri de douleur. Une fraction de seconde plus tard, il lâche la casserole qui percute le sol dans un brusque fracas, puis, glapissant toujours de douleur, il se précipite à l'évier, ouvre le robinet d'eau froide, tend sa main droite sous le jet et, durant les 3 ou 4 minutes suivantes, laisse le flux glacé couler sur sa peau. Ça commence par un accident, ce ne sera pas le seul, puisqu'ensuite arrivera un préposé des entreprises d'électricité qui vient relever son compteur, mais il y a un petit problème, c'est que l'escalier de la cave n'a pas été réparé, donc
Seymour Baumgartner se casse la figure dans ses escaliers, le préposé au compteur d'électricité, dont c'est le premier jour de travail et qui n'est pas du tout compétent dans ce domaine-là, eh bien, va développer d'autres compétences puisqu'il va aider et soigner Baumgartner. Ce sera un personnage qui reviendra plus tard dans l'histoire. Mais ensuite, on va retrouver notre Baumgartner qui a des problèmes de genoux, donc qui est immobilisé. On va entrer dans sa pensée et dans son passé. Et on entre donc par dérives successives dans cette vie qui est une vie qui n'est pas une vie extraordinaire au sens où ce Baumgartner a été professeur de philosophie dans une université et a passé une bonne partie de sa vie à faire cela, mais il y a une histoire d'amour, il y a une tragédie avec la mort de son épouse, et puis il y a une autre femme qu'il a rencontrée ensuite, à qui il propose le mariage, mais elle refuse, et puis il y a celle qui vient lui amener des livres, et dont il est vaguement amoureux, et puis il y a sa sœur, ses parents, dont il est question aussi. Et donc on entre petit à petit dans les soubassements de cette vie. On y entre aussi, et c'est l'un des intérêts de ce livre-là, à travers des textes retrouvés, des textes écrits par l'épouse, donc Anna, ou des textes plus anciens, écrits par Seymour Baumgartner lui-même. Et donc, petit à petit, par ces témoignages, ces archives, là encore, on construit le passé d'un personnage, et de plusieurs personnages, puisqu'il est question notamment eh bien, de la vie de son épouse. On découvre par exemple une poésie écrite par Anna qui a passé beaucoup de temps dans sa vie à écrire des poésies, à en traduire aussi. C'est comme ça qu'elle gagnait sa vie, plutôt par la traduction que par l'écriture de poésie qu'elle a gardée pour elle, mais que Seymour Baumgartner va publier en partie. Lexique, voilà le titre de la poésie de l'épouse de Baumgartner. La petite fleur était si petite qu'elle n'avait pas de nom. Aussi appelai-je ma découverte la gemme. Mais alors je me ravisai et renommai le petit, tout petit point de rouge vif étincelant, le « Comment allez-vous, Mrs. Doolittle » et où étiez-vous donc ces derniers temps ? Dans la mesure où le petit point rouge était une fleur, il ne me répondit rien. En conséquence, je ne saurais jamais s'il aimait le nom que je lui avais donné ou pas. Je poursuivis ma promenade. Quand je revins le matin suivant, pour voir si la fleur avait poussé pendant la nuit, le petit point rouge avait disparu. Pour aller où, Mrs. Doolittle, et si vous êtes partie à jamais, pourrait-on me dire, s'il vous plaît, pourquoi ce petit bout d'homme, de l'autre côté de la rue, a ce large sourire et un quelque chose de rouge microscopique à la boutonnière, qui lui, comme une allumette craquée dans la nuit. Donc Baumgartner est tombé sur cette poésie, retombé sur cette poésie qu'il avait déjà lue 10 ans plus tard, 10 ans après la mort d'Anna. 10 ans plus tard, Baumgartner s'émerveille de ce que si peu est changé depuis ses premiers mois de quasi-démence. Il avait fait comme si ce n'était pas le cas, bien sûr, et dès qu'il était parvenu à se soulever du sol, se remettre debout, puis à marcher, il avait donné l'impression d'avoir réintégré le monde des vivants. Donc après la mort de sa femme, c'est aussi un livre sur le deuil. Il avait repris ses cours. Un mois plus tard, sur la pointe des pieds, il reprenait son travail d'écriture, pour peu à peu s'y plonger, ce qui avait conduit à la production d'un livre, puis deux, et à présent un troisième, davantage de livres que dans aucune autre plage de 10 ans de sa vie.
D'anciennes amitiés s'étaient approfondies, de nouvelles s'étaient formées, puis après un an de dormance célibataire, ponctué de moroses interludes de masturbation, durant lesquels il s'imaginait de nouveau au lit avec Anna, il s'était mis à courir les femmes pour la première fois en près de 40 ans. Lent retour à la vie, mais 10 ans après, rien n'a vraiment changé. Anna lui manque toujours. Et ce personnage d'Anna est vraiment un personnage extrêmement important dans ce livre. Tout tourne au fond autour d'elle, même si elle n'est plus là. Elle est comme un de ces membres fantômes quand vous perdez un bras, une jambe, et que vous le sentez toujours. C'est cette idée-là que développe le philosophe qui est Baumgartner, cette idée non pas de membres fantômes, mais de personnes fantômes, qui, là encore, relient la réflexion philosophique et la vie intime du personnage. Et puis il remonte dans un passé plus ancien, sa rencontre avec Anna, sa rencontre avec les parents d'Anna, et de fil en aiguille, ses propres parents, leurs origines lointaines. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le nom de jeune fille de la mère de notre personnage, Baumgartner, eh bien, ce nom, c'est Auster. Y a-t-il quelque chose d'autobiographique dans ce livre-là? On le suggère. Je ne connais pas les origines précises de Paul Auster et je ne connais pas grand-chose de sa vie, donc je ne peux pas contrôler les ressemblances entre Baumgartner et Paul Auster. Il y en a sans doute, même si Baumgartner reste un personnage de fiction. Et donc, on plonge dans un passé où tout d'un coup, on retrouve par exemple le père. Son père ne l'avait jamais giflé, ne lui avait jamais donné de coups de poing, de pied, ni de fessée. Mais le père de Baumgartner était un père âgé, et qui sait s'il ne lui aurait pas un peu tapé dessus s'il avait été plus jeune et plus vigoureux. Né à Varsovie en 1905, mort à Newark en 1965. Pas une longue vie selon les critères contemporains, mais comment espérer tenir jusqu'à la sénilité en fumant 4 paquets de cigarettes par jour et en assurant sa subsistance par un régiment largement composé de bortsch, de harengs fumés et d'œufs durs? Pas de cancer du poumon, mais une embolie pulmonaire, qui eut la même action mais plus rapide et plus efficace. Un caillot massif remonte dans la jambe pour envahir le poumon gauche et 1 minute plus tard, on n'est plus qu'une particule de poussière cosmique. Voilà un résumé très succinct de la vie du père de ce Baumgartner, né à Varsovie en 1905. Donc on a aussi ses origines d'Europe centrale, de Pologne, d'Ukraine, qui sont présentes. Et il y a là encore un de ces textes qui est un texte retrouvé, écrit dans une police plus petite, qui renvoie au voyage que fait Baumgartner quelques années plus tôt dans sa ville d'origine, Stanislav. Les loups de Stanislav. Un événement doit-il être vrai pour être accepté comme tel? Ou la foi en la vérité d'un événement suffit-elle à le rendre vrai, même si les faits censés s'être produits ne se sont pas produits? Là, on a le philosophe qui introduit la problématique, mais qui ensuite va céder sa place à l'écrivain. Et si malgré vos efforts pour découvrir si l'événement a eu lieu ou pas, vous arrivez à une impasse et plongez dans l'incertitude, ne pouvez être sûr que l'histoire qu'on vous a racontée à la terrasse d'un café à Ivano-Frankivsk
ville de l'ouest de l'Ukraine, est une version dérivée d'un événement historique peu connu mais vérifiable, ou que c'est au contraire une légende, une histoire inventée pour se faire remarquer, ou encore une rumeur infondée transmise par un père à son fils. Plus précisément encore, si l'histoire se révèle être d'une puissance de stupéfaction telle que vous restez bouche bée et sentez qu'elle a changé ou étendu ou approfondi votre vision du monde, est-il important que l'histoire soit vraie ou pas? Là, on est vraiment dans des questions littéraires essentielles. Est-il important qu'une histoire, quand elle a un impact sur nous, soit vraie ou pas? Les circonstances me conduisirent en Ukraine en septembre 2017. Mais alors, quelle est cette histoire qui se passe à Ivano-Frankivsk, ville de l'ouest de l'Ukraine? Alors, on a quelques pages qui nous racontent le voyage de Baumgartner en Ukraine, mais ce n'est pas tout à fait cette histoire-là qui va être si influente. Ce sont ces loups de Stanislav. Alors, qui sont ces loups? Que s'est-il passé avec des loups? Voilà un extrait de la suite de ce petit texte inséré dans le texte principal. Nous étions assis à la terrasse d'un café, donnant sur la plus grande place de la ville, le nœud central de Stanislav Ivano-Frankivsk, la ville a changé de nom assez souvent, ample étendue, inondée de soleil, sans voiture, traversée en tous sens par de nombreux passants, dans mon souvenir sans aucun bruit, rien qu'une masse de gens silencieux passant devant moi tandis que j'écoutais le poète me raconter l'histoire. Là aussi, il y a une sorte de fiction, parce que bien sûr que ces gens faisaient du bruit, mais tout d'un coup, comme si dans un film, en cinéma muet, les gens passaient en silence. Il avait déjà été établi entre nous que je connaissais le sort de la moitié juive de la population entre 1941 et 1943. Mais quand les chars de l'armée soviétique entrèrent dans la ville pour la reprendre en juillet 1944, dit-il, seulement 6 semaines après l'invasion alliée de la Normandie, non seulement les Allemands avaient déjà quitté les lieux, mais l'autre moitié de la population aussi. Ils s'étaient tous enfuis en diverses directions, vers l'est ou l'ouest, le nord ou le sud. Autrement dit, les soviétiques conquirent une ville déserte, un domaine de néant. La population humaine s'était dispersée aux 4 vents, et au lieu de gens, la ville était à présent peuplée de loups, des centaines, peut-être des milliers de loups. Voilà l'histoire qui hante Baumgartner, histoire dont il ne sait pas si elle est vraie ou fausse, il fait des recherches, mais ne trouve rien à part ce qu'un poète lui raconte de ces loups de Stanislav. Et puis, ensuite, on revient à la vie quotidienne de Baumgartner. Une jeune fille veut écrire une thèse sur Anna, son épouse, elle va venir. Et elle ressemble un peu à Anna. Baumgartner est âgé, mais tout d'un coup, peut-être, un sens est retrouvé à cette vie qui était amputée d'Anna. Il replonge dans ce qu'a écrit Anna. Il attend avec impatience cette jeune fille qui vient redonner vie à la femme qu'il a aimée. C'est un beau livre que Baumgartner de Paul Auster, un livre qui creuse l'intérieur d'un être, ses souffrances, ses joies, ses origines, qui fouille les papiers qui sont restés, qui les invente bien sûr, et qui nous le montre aussi dans sa vie quotidienne. Bref, un livre très libre et très beau que Baumgartner de Paul Auster.